où vous voyez la tombe romaine ici à droite, Oui. là j'ai aperçu, disons, une luminosité, mais vraiment extraordinaire. C'est vraiment clair sur le sol, comme au mois d'août, à midi, en plein soleil, comme maintenant, si vous voulez, à midi. Allons. Sur à peu près, disons, entre 2 et 3 kilomètres. C'était inimaginaire parce que quand on va être à la tombe romaine ici, enfin, passer le carrefour, si vous voulez, on voit pratiquement jusqu'à la limite d'Ambresin, et là, on voit sur 2 km, 2 km 500, et là, je vous jure, vous auriez ramassé une aiguille, disons, sur le sol, il vient une clarté inimaginable. Inimaginable. Une fois que le phénomène lumineux s'est présenté, il n'y a pas eu de perturbation à votre moteur? Aucune. Les phares non plus? Aucune. En roulant ici, donc ça vient sur l'arrière droit de ce que je suis. Quoi. Très bien. Et alors, le phénomène lumineux s'est déplacé à la même allure que votre voiture? À la même allure que la mienne, n'est-ce pas? Et volait, disons, à la même vitesse que moi, parce qu'il s'est stabilisé. Et quand vous vous êtes arrêté, ça s'est arrêté aussi. Vous redémarrez, ça redémarre également. Je voyais que quand j'ai repris ici le virage, ici à gauche, donc l'engin est parti donc vers la direction d'Ambresin, si je puis dire, n'est-ce pas? Donc mon véhicule est descendu ici. L'engin est passé au-dessus des peupliers, je précise bien, et est revenu directement du bon où vous voyez, disons, après la clôture, quoi, au petit virage que vous voyez ici à 80 mètres. Quoi. Directement se stabiliser directement au-dessus de mon véhicule. Donc, je l'ai bien vu revenir des peupliers, prendre cette direction et revenir sur mon véhicule. Là, c'est là qu'à ce moment-là que j'ai eu très peur. Je vous le cache pas. En rentrant chez moi, quand j'ai stationné ma voiture, j'avais la clé en main. Je n'ai pas pu ouvrir la porte, j'ai dû taper sur la porte. Alors, j'ai entendu tambouriner sur la porte. Je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il a une clé, il rentre à son aise. Alors, je me suis précipitée pour voir ce qu'il y avait. Je me dis, est-ce qu'il y a eu un accident ou quoi? Alors, il est rentré en me disant, vite, 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 Minouche, il y a quelque chose qui me suit depuis tout un temps. J'ai une peur, je ne sais pas ce qui se passe. Le but premier, c'est d'abord de récolter l'information, effectivement, qu'elle ne se perde surtout pas. Ça, c'est le plus important, à mon avis, c'est de rencontrer le témoin le plus rapidement possible et de collecter le maximum de données sur le terrain en compagnie du témoin, donc comme nous l'avons fait dans le cas ici du témoignage de M. Massard. Une fois que tout le travail sur le terrain est terminé, l'enquête n'est pas finie. C'est alors que nous devons continuer, donc notamment la rédaction du rapport et d'autres vérifications qui doivent se faire alors, cette fois, à une table de travail. Qui a fait l'étude? Non, Gilman, je ne sais pas. Il n'y a pas un seul qui a ça. Alors ici, l'OVNI semble avoir réagi à l'homme. Est-ce que c'est arrivé souvent, ça, dans les témoignages? Je dirais que beaucoup de témoins m'ont signalé qu'il semblait être observé. Est-ce que c'est une impression? Évidemment, on ne peut pas faire dans l'impression. Il faut essayer d'éviter les choses subjectives. Donc, quand on pose des questions aux témoins, tout ce travail d'enquête, c'est essentiellement de ne pas poser de questions inductives, essayer de ne pas donner de réponses. Demander, qu'est-ce que vous avez vu? Quelle était la forme de l'engin? Et pas, avez-vous vu un triangle, bien entendu? Rien de tout ça. Cet objet se trouvait-il devant un point de repère de l'environnement? Est-ce que cet objet faisait du bruit? Quel type de bruit est-ce qu'il y avait? S'il était immobile, parce qu'il y a beaucoup de cas d'observation rapprochée. Quand on dit rapprochée, c'est 50, 100, 150 mètres de distance entre l'objet, et je dis bien objet et pas phénomène, parce que beaucoup de gens décrivent effectivement pas quelques vagues lumières, mais bien un objet qui porte ces lumières, et dans certains cas, des objets tout à fait immobiles. Et donc là, immobile au fait des arbres, pas de souffle en dessous de l'objet.
Donc ce sont des éléments, on sait que tout avion, hélicoptère, quel qu'il soit, mode de transport humain, doit s'appuyer sur l'air, développer une poussée verticale. Ça n'est pas le cas dans les observations rapprochées en tout cas. Très bien. Alors, monsieur Météo, est-ce que tous ces témoins sont des illuminés? Je ne voudrais pas dire qu'ils sont des illuminés. J'ai trop de respect pour les gendarmes, par exemple, pour douter de leurs observations. Mais n'empêche, au point de vue de l'observation, je voudrais vous faire quelques réflexions. Vous savez que sur la Terre, il y a 10 000 stations météorologiques qui observent le ciel toutes les heures, voire toutes les demi-heures, ce qui nous fait 240 000 observations par 24 heures, ce qui nous fait des millions d'observations, où il y a une rubrique divers, où il faut inscrire des choses que l'on voit qui ne sont pas météorologiques. Et jamais un météo n'a vu un objet volant non identifié. Il y a en plus les observatoires avec les télescopes ultra puissants, jamais d'objet volant non identifié. Bon. Alors, il y a en plus de ça la navette spatiale qui tourne depuis 10 ans avec des scientifiques à bord, des gens compétents, ils n'en ont jamais vu. Et en plus, au-dessus de tout ça, il y a 3000 satellites qui tournent autour de la Terre, dont des satellites militaires russes et américains, dont la mission est de protéger la planète contre une incursion. Contre une incursion extraterrestre? Extraterrestre, éventuellement. Bref, mais je ne nie pas, parce que ma devise, c'est ne rien nier a priori et ne rien affirmer sans preuve. Donc je suis bien d'accord qu'il y a peut-être dans un autre monde des gens comme nous. Mais pour en revenir aux ovnis régionaux, parce qu'ils sont quand même régionaux, et je m'étonne que la Volkswagen n'a pas encore interpellé le gouvernement pour demander pourquoi il n'y en a pas en Flandre. Mais pour en revenir, là, il y a quand même une chose météorologique qui peut jouer un rôle important. Parce que pendant la période où on les a vus, nous étions dans une situation anticyclonique avec une inversion thermique excessivement basse. Or, tout le monde sait que l'inversion thermique, c'est le support rêvé pour le rayon laser. Alors, en venant, surtout dans les fagnes eupen, etc., on diminue l'altitude de 600 mètres. Et à mon avis, ça peut très bien être un farceur qui joue avec des rayons laser et qui profite de cette inversion thermique. D'ailleurs, quand les anticyclones sont partis, on n'a plus vu. Pour celui de Wavre, je l'ai vu, celui je l'ai vu, qui a fait décoller des F-16, eh bien c'est le rayon laser de Danzig de Cour-Saint-Étienne que j'avais vu bien avant parce que les gens me téléphonaient même la nuit, monsieur Météo, regardez un peu. Et quand il y avait des nuages, on voyait tout de suite que c'était quelque chose, que c'était un rayon laser. Mais quand il y a l'inversion thermique, c'est spectaculaire. Et je dois dire que moi-même, j'hésite un moment, je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que l'inversion thermique, on ne la voit pas. Image de M. Rothberg, le 12 mars 1991, près de Thiange. Nous n'avons pas mis de musique pour rester au plus près du document original. Voilà, il est disparu, moi, je ne le vois plus. Il est là-bas. Il est là, hein. Il est là. Ah oui. Oui, oui. Oui. On dit qu'il nous a vu qu'il part. Oui, on entend Un sifflement. Oui. Image par image, le flash lumineux est bien visible. Il dure moins d'un 25e de seconde. Monsieur Alfarano filma cet ovni le soir du 30 mars 1990, ce fameux soir de la sortie des F-16. « 30 secondes plus tard, on voit mieux le triangle. Encore un petit peu plus tard. Voilà bien sûr le triangle, l'appareil que je vois absolument très bien. Image par image, on devine des variations d'intensité lumineuse et une quatrième lumière qui apparaît faiblement au centre.
Revoyons le troisième passage à demi-vitesse et agrandi. Et ceci, qu'est-ce que cela peut bien être? Ici, bien sûr, est un avion. On entend bien le bruit. C'est bien un avion filmé peu après dans les mêmes conditions. Alors, quelle valeur peut-on accorder à ces images? Ça nécessite un mot d'explication, parce que le document brut tel qu'il est là ne dit rien évidemment à personne et ça ne prouve absolument rien. Bon, ce n'est qu'un document. Il faut examiner le contexte et les conditions dans lesquelles le document a été pris, et aussi le récit du témoin. Alors, dans le premier film, le film pris par M. Rodberg et les 4 personnes qui l'accompagnaient, ainsi que dans le cas du document de M. Alfarano, nous avons montré ça à des pilotes d'avion, à des professionnels de l'aviation, qui nous ont dit, bon, ben, ces documents, pour nous, ça ne montre rien de discriminant. Un avion pourrait très bien se présenter sous cette configuration-là et en allumant certains feux, montrer ce que l'on voit à l'écran. Bon, ça c'est une chose. Bien. D'autre part, si on tient compte du récit des témoins, on se rend compte que ce qu'ils ont vu ne correspond pas du tout à la vision d'un avion. Et dans le cas du document de M. Alfarano, je voudrais signaler ceci, c'est que ça pourrait très bien être à l'écran, être un avion, mais ce qu'il raconte ne présente aucune similitude avec un avion. Et notamment, M. Alfarano avait décrit à l'époque des caractéristiques qui ne se rapprochent pas du tout de l'observation d'un avion. Et ces choses-là, ces détails-là, nous ne les avions pas publiés, ça n'avait été publié nulle part. Notamment, il avait expliqué qu'il voyait la structure triangulaire, le périmètre triangulaire de l'objet. Ne donnez pas tous les détails. Pardon? Ne donnez pas tous les détails. Non, préserver les observations futures. Oui, mais enfin, ça nous l'avons expliqué dans le livre, donc oui. Il n'y a plus aucun secret. Il a expliqué que le pourtour de l'objet était muni de toute une série de petites lampes qui clignotaient, qui scintillaient, ce qui n'est pas du tout, ce qui ne corrobore pas du tout l'observation d'un avion. Et il a décrit une coupole blanche qui se trouvait sous la face ventrale de l'objet. Cette coupole qui était munie d'une série de barres parallèles, de barres noires parallèles. Bon, ce sont des détails que beaucoup de témoins nous ont rapportés, des témoins qui ont vu cette fameuse structure triangulaire de très près. D'accord. Donc, en conclusion, pour raccourcir une très longue histoire, nous disons ceci. Il est possible qu'il s'agisse d'un avion, mais il est possible qu'il s'agisse d'autre chose aussi. Et nous n'allons pas au-delà de ça. Donc, nous gardons le document, nous ne l'évacuons pas pour l'instant dans l'attente d'autres éléments. D'accord. Alors, des images à valeur plus scientifique existent, notamment les traces radar. En juillet 1990, la force aérienne a donné sa fameuse conférence de presse. Les responsables avaient joué la transparence, ce qui est un fait assez rare en ufologie pour être signalé. Alors, professeur Mécène, vous avez collaboré avec l'armée pour étudier les traces des radars prises par les F-16. Comment s'est passée cette collaboration? La collaboration avec les militaires et aussi, il faut le dire, avec la régie des voies aériennes a été tout à fait excellente. Et je tiens à remercier chacun qui a contribué. Et je voudrais surtout rendre hommage au ministre de la Défense nationale de l'époque, M. Guy Combes, parce qu'il a dit « je suis pour la transparence ». Et c'est vrai que c'est une parole historique. C'est la première fois qu'on l'a dit à l'échelle mondiale. Et surtout, ça dénote une attitude, justement l'attitude qu'il faut étudier ce problème comme tout autre, de manière objective et sans idée préconçue. Alors, vos premiers travaux ont permis de découvrir quand même quelque chose. Vous avez étudié tous les parasites qui se trouvent sur les écrans radars. Vous avez quand même découvert des traces qui sont des nouveaux parasites, si je puis dire, qui sont liés au climat. Oui, c'est-à-dire le problème était d'examiner ces échos, généralement isolés, qui apparaissent par-ci, par-là, et qui ne correspondent certainement pas à des avions. Pour les radaristes, c'est du bruit. Moi, je devais regarder ça, puisque peut-être il y avait des ovnis là-dedans. Je ne m'y attendais pas d'ailleurs, puisque j'avais beaucoup de raisons pour penser que les ovnis sont très difficilement détectés. Sinon, le problème serait résolu depuis longtemps d'ailleurs. Maintenant, en examinant ce bruit, j'y ai trouvé une structure, et cette structure m'a permis de mettre en évidence deux types de phénomènes météorologiques
de les caractériser. L'un, c'est tout simplement une sorte de mirage, mais l'autre est quand même beaucoup plus astucieux parce qu'il s'agit d'une bulle d'air humide qui garde sa structure à cause de tourbillons internes. Et ce qui est spécial ici en Belgique est qu'on a trouvé plusieurs exemples où cette structure a été conservée pendant 3 à 4 heures. Ça, c'était certainement pas connu et ça montre que tout le monde peut y gagner. Ça montre que ça vaut toujours la peine de se poser des questions. On y gagnera toujours quelque chose. C'est ça. Et donc, cette meilleure connaissance des radars vous permettra ensuite de discriminer les échos suspects des échos qui sont purement des effets atmosphériques. Alors, je vous propose de regarder tout de suite un reportage, une évocation de ces événements, la conférence de presse de l'armée et les études radars entreprises par le professeur Messen. Une partie de nos espoirs d'en savoir plus repose donc sur les F-16 intercepteurs et sur la conférence de presse de la force aérienne qui a suivi. Elle va faire le point sur les diverses corrélations radars, mais aussi sur les nombreuses observations visuelles très sérieuses à partir du sol qui ont tout déclenché. Il y a eu 4 patrouilles qui ont confirmé la même chose d'un autre point de vue. Alors, le radar de Glon a observé un écho, comme on dit, un écho dans les environs. Ils ont commencé à suivre cet écho et ils ont demandé confirmation à Zemmerzake, au radar de Zemmerzake, qui voyait la même chose. Quelque chose qui se déplaçait à une vitesse très lente, mais quelque chose qui était vraiment nettement visible sur l'écran radar. Ce qui est très important pour nous, qu'au moment du lock-on, quand l'objet s'est déplacé vers le bas, jusqu'au saut, que Glon a aussi perdu le contact, ce qui est quand même important. Maintenant, ce contact a réapparu, si c'est le même, oui ou non, on ne sait pas, mais à ce moment, ils ont observé quelque chose ici, une chose qui se déplaçait à très haute vitesse. Alors, ils ont fait une interception et là, pour moi c'est le plus important, ils ont enregistré sur 2 radars en même temps les mêmes paramètres. Donc les 2 radars ont enregistré une vitesse qui était supérieure à la vitesse du son de ce qui a été observé aussi et qui a été plus ou moins confirmé par Glon. Mais ils n'ont pas su se rapprocher de ces contacts. Puisqu'apparemment, il y avait une manœuvre évasive, si vous voulez. Maintenant, on tient toujours compte des interférences, ça c'est clair. Il y a parfois quelque chose qui apparaît sur un écran radar et on ne peut pas déterminer l'origine. Pour nous, ce sont des interférences électromagnétiques, quoi. Donc, il faut en tenir compte. Alors, qu'est-ce que les pilotes ont vu sur leur radar de bord? Oui, ceci c'était 3 secondes. Oui, 4 secondes. Voilà, c'était la vitesse réelle. Explication. La barre horizontale représente l'horizon artificiel. Le W, c'est l'avion, vu de dos. Le tout petit losange, c'est l'écho non identifié, l'OVNI. 210 degrés, c'est son cap. 570 K, c'est sa vitesse, c'est-à-dire 570 nœuds, soit 1000 km à l'heure. Et le 10, en haut à droite, est son altitude, 10 000 pieds, soit 3000 mètres. En 4 secondes, il va plonger à 5000 pieds, 1500 mètres, et sa vitesse va doubler pour atteindre 1010 nœuds, soit 2000 km à l'heure. Voilà, ça c'est une vitesse de 1010 nœuds. Donc ça c'est la vitesse maximale qu'on a enregistrée. Et ceci sans bang supersonique, performance qu'aucun avion n'est capable d'accomplir. Mystère. Mystère que le professeur Messen étudie en détail, à partir des données fournies par la force aérienne et par des radars civils.
Ça, c'est l'avion F-16 qui démarre. Vous voyez la ligne dont nous parlons, et ce n'était pas un avion. Il n'y avait pas de trait d'avion et pas non plus de trait d'avion qui continue. Et la ligne dont nous parlons, prise par le radar militaire de Zemerzak, ce fameux soir du 30 mars, cette ligne qui n'est certainement pas un avion, pourrait être la trace d'un ovni. Les premières reconstitutions de leur trajectoire donnent des résultats peu conventionnels. Des vitesses qui varient de façon discontinue, des changements d'altitude extrêmement rapides. Mais le professeur Messen a aussi examiné les radars civils. Et là aussi, certains soirs, sans entrer dans les détails, il se passe quelque chose d'inhabituel. Bien, vous voyez ici une image du radar de Berthem, tel que le voient les contrôleurs à Zaventem. On est ici dans le couloir aérien Bruxelles-Liège, ça va vers Luxembourg, et sur ce radar-ci, on n'a pas d'indication de hauteur. Maintenant, ici, nous suivons notre cible. Elle commence à faire des mouvements zigzagants qui vont s'amplifier. Et c'est un comportement que je n'ai pas vu pour les avions, même pas pour les chasseurs ou les hélicoptères. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça correspond à une des traces. Il y a eu quelques traces bizarres. Et j'espère que si ça arrive encore une fois, on sera mieux armé pour faire une investigation immédiate. Ici, beaucoup de documents sont perdus. Vous voyez qu'il y a vraiment un mouvement en escalier. Maintenant, ici, quelque part, va apparaître une accélération très brusque. Là, voilà. Ceci est un autre avion qui est arrivé d'en bas et l'objet dont nous ne savons rien se rapproche de l'avion et ils vont avoir un mouvement entrecroisé tel qu'on peut le voir avec le radar de Berthem, sans avoir une indication de hauteur. Alors, Baron Noir en goguette, prototype secret à l'essai, pur ovni en balade, le mystère se dissipera-t-il? Les vérifications à faire sont extrêmement complexes et le public attend des réponses. Mais quels qu'en soient les résultats, des faits demeurent incontestables. Finalement, qu'est-ce qui vous paraît le plus troublant dans ces observations? Ce qui est le plus troublant, enfin, tout d'abord, les observations visuelles au sol étaient quand même assez exceptionnelles. Il y avait une vingtaine de gendarmes, je crois. Entre autres, oui. Et en même temps, on a quand même détecté un comportement en l'air sur les écrans radar qui n'était pas conventionnel, je dirais. Et il y a eu corrélation entre les observations des deux chasseurs qui étaient en vol et des stations radar au sol. En effet, il y a eu une corrélation. C'est exceptionnel, ça. C'est exceptionnel. Alors, une dernière question, mon colonel, et il faut quand même que je vous la pose. Quand des scientifiques tout à fait sérieux disent qu'on doit avoir le courage d'aborder l'hypothèse de phénomènes d'origine extraterrestre, vous-même, vous réagissez comment? Ben, nous sommes toujours prudents, puisque pour nous, il faut des preuves concrètes. Hein. Mais cette hypothèse reste ouverte, c'est clair. Alors, professeur Messen, cette hypothèse reste ouverte? Oui, certainement. Ça veut dire tout simplement qu'il faut faire face à la possibilité qu'il puisse s'agir de cela. Hier encore, vous travailliez sur ces données radar. Quelles sont vos conclusions? Au fond, le document qui a été ramené par les F-16 est un document qui nous rend perplexes. Et on y travaille depuis longtemps, on continue à travailler, l'étude n'est pas terminée. On a enlevé beaucoup de points d'interrogation, il en reste. Et une des difficultés de cela est que, effectivement, le radar est passé à un certain moment dans une phase de recherche. Ça veut dire qu'il scrute tous les ciels et puis il revient à la cible qui a été sélectionnée.
Entre-temps, le radar, qui a pris des informations sur cette cible, il calcule la trajectoire probable et puis il la retrouve. Il y a une nouvelle acquisition de données. Et normalement, ça marche très bien. Maintenant, ici, le mouvement est tellement bizarre qu'on est perdu devant cela. Et une des grandes questions était, est-ce que le radar a bien fonctionné? C'est parfaitement établi. Et puis, est-ce qu'il y a des interprétations conventionnelles de ce qu'on a observé? Alors, un phénomène météorologique, ceux-là, maintenant je les connais bien, ça c'est tout à fait improbable. On ne saurait pas expliquer les caractéristiques des échos. Alors, il y a une autre possibilité, est-ce qu'il y aurait un effet où on a détecté un signal du sol dans ce qu'on appelle un lobe secondaire, différent du lobe principal, où se trouve la plus grande sensibilité. Ça, c'est pas très probable. Je viens encore de demander l'avis d'un colonel qui connaît bien ces radars. Et pour l'instant, quand on regarde l'ensemble des données, je dirais, il faut examiner cela, mais on ne peut pas non plus exclure qu'il puisse vraiment s'agir d'OVNI. Le problème reste ouvert. Donnez-nous le temps pour continuer l'étude. Donc pour vous, c'est quand même un objet? Il s'agit d'objets? Je ne sais pas ce que c'est, mais ce que je voudrais dire, peu importe, ce qui est essentiel, c'est d'avoir vraiment étudié le document d'une façon poussée. Cela nous prépare peut-être à d'autres choses, ça encourage d'autres personnes et aussi l'armée, j'espère, dans d'autres pays. C'est la manière qui a été utilisée pour aborder le problème. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas tirer de conclusion ni dans un sens ni dans l'autre, pour le moment. De toute façon, non, il vaut mieux ne pas tirer des conclusions, tout reste ouvert. Oui. Mais de toute façon, ça ne change rien au problème des OVNI en général. Il ne faut pas, ici, parce que c'est des F-16 qui sont intervenus, penser que ceci va se substituer aux milliers d'observations à l'échelle mondiale qui, eux, définissent le problème. Oui. Alors à propos d'objets et d'images de qualité d'objets, nous en arrivons à cette fameuse photo prise à Petit Rochin en Belgique, cette photo d'OVNI. Alors Patrick Ferrin, dites-nous très brièvement l'histoire, comment cette photo est arrivée à la SOBEPS? La photo a été prise par un jeune couple habitant près de Verviers. La photo nous est parvenue